Il y a eu ce jour, à Paris, où le marbre froid du palais de justice a scellé non seulement un divorce, mais la fin d'une illusion. Antoine, mon mari de 15 ans, affichait ce sourire que je connaissais trop bien, celui de la victoire. Tandis que je perdais tout, absolument tout, il a chuchoté à l'oreille de sa nouvelle compagne, elle est prévisible. Toujours. Ces mots, jetés comme une sentence, ont traversé le brouillard de ma douleur. Je n'ai pas riposté. J'ai gardé le silence, comme je l'avais si souvent fait dans notre mariage. Mais mon silence n'était pas faiblesse. Il était une observation tranquille, un recueil de chaque fissure, chaque mensonge dans le tableau que nous avions construit. C'est quand l'édifice tout entier s'est effondré, quand il a cru m'avoir enseveli sous les décombres de son arrogance, que j'ai commencé à vraiment voir. La vérité, parfois, ne se révèle qu'après la destruction totale. Et la mienne était sur le point d'éclairer un chemin inattendu. Je m'appelle Éléonore Dubois, et jusqu'à ce jour glacial de décembre, ma vie n'avait été qu'une suite ininterrompue de petites certitudes et de grands renoncements. J'avais 45 ans, un âge où l'on pense avoir vu l'essentiel, où les surprises se font rares, du moins les bonnes. Mais ce matin-là, ce n'était pas l'âge qui comptait. C'était le vide, immense, palpable, qui s'était installé en moi. Le moment où le juge a prononcé la phrase finale, celle qui scellait notre divorce, a été comme un souffle coupé. Un murmure s'est élevé dans la salle d'audience, un bourdonnement feutré d'humiliation et de pitié. Je me tenais immobile, mes mains tremblantes contre le bois froid de la table. Je n'ai pas lutté. Je n'ai pas parlé. J'ai simplement hoché la tête, acceptant de quitter ce mariage sans absolument rien. Pas de biens, pas de pension alimentaire, pas même la voiture que j'avais, moi, toujours payée. De l'autre côté de l'allée, Antoine Moreau affichait un sourire narquois. Un sourire d'homme qui vient de remporter un championnat, non de détruire la femme qu'il avait jadis prétendu aimer. Sa nouvelle compagne, Chloé Leclerc, une jeune femme aux cheveux brillants, vêtue d'une robe moulante faite pour attirer tous les regards, se penchait vers lui. Ces mots, à peine un chuchotement, étaient pourtant assez forts pour que toute la salle les entende. Mais tu vois, je te l'avais dit, elle allait céder. Elle est bien trop faible pour faire des histoires. J'ai gardé les yeux fixés sur le sol. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir m'effondrer. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissurait. Je le sentais. Tout le monde le sentait. Un huissier évitait mon regard. Même le juge a marqué une pause, comme s'il s'attendait à ce que je change d'avis, à ce que je me batte. Mais comment aurais-je pu lutter, quand Antoine avait vidé mes économies dans mon dos? Quand il avait forgé ma signature sur un prêt dont je n'avais jamais eu connaissance? Quand chaque avocat que j'appelais réclamait des milliers d'euros que je ne possédais pas? Alors, j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai lâché prise. Antoine a ri sous cape. Je te l'avais dit, elle est prévisible. En marchant vers les portes de la salle d'audience, mes talons bon marché claquant sur le marbre froid, les murmures me suivaient comme des ombres. La pauvre, elle n'a personne. Où va-t-elle aller maintenant? La question flottait dans l'air, me transperçait. Je ne le savais pas moi-même. Le trottoir de Paris m'attendait, avec son indifférence habituelle. Mais au moment où j'ai mis le pied dehors, dans l'air vif de décembre, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une Mercedes Maybach noire, aux vitres teintées, était garée en double fil devant le palais de justice, moteur allumé. La porte s'est ouverte lentement, délibérément, comme si la personne à l'intérieur m'avait attendu, et moi seul. Et puis, j'ai entendu une voix grave prononcer mon nom. Éléonore Dubois, montez. Votre vie est sur le point de changer. Mon cœur a manqué un battement. Cette phrase, venait-elle vraiment de m'être adressée? J'ai hésité. Qui était cet homme? Et pourquoi moi? Je n'avais rien, plus rien. C'était la fin, je le croyais. Mais ce n'était que le commencement, sans que je le sache encore. J'ai regardé la porte ouverte, le luxe discret de l'habitacle. Et contre toute logique, contre tout bon sens, je me suis approché.
Le regard de l'homme à l'intérieur était intense, sans pitié, mais il n'y avait pas de jugement. Juste une certitude tranquille. C'était Alexandre Valois. Son nom, je le connaissais. Il résonnait dans les colonnes des Échos. Au Mont-Éléonore, a-t-il répété, cette fois avec une douceur inattendue. Vous grelottez. Et c'est ainsi que, sans un sou en poche, sans foyer, sans avenir apparent, j'ai accepté de monter dans une voiture de luxe, pour être emmené vers un destin que je n'aurais jamais pu imaginer. Un jet privé m'attendait, disait-il. Un jet privé. L'idée même me semblait absurde, irréelle. Comme un rêve dont on sait qu'il s'évanouira au réveil. Mais cette fois, le rêve était la réalité. Et la réalité était sur le point de devenir bien plus étrange que n'importe quel rêve. À bord de ce jet privé qui me portait loin de Paris, au-dessus des nuages sombres, mon esprit a commencé à vagabonder. Les événements de la journée étaient trop lourds, trop surréalistes pour être traités d'un coup. Alors, comme on feuillette un vieil album photo, j'ai revisité ma vie, celle qui était la mienne avant ce cataclysme. Éléonore Dubois ne ressemblait pas au genre de femme que les gens remarquent. Ni dans le métro bondé du matin, ni au travail, ni même, je dois l'admettre, au sein de mon propre mariage. J'étais le genre de personne que Paris, cette ville magnifique et impitoyable, avalait tout entière, silencieuse, fatiguée, et tirée à l'extrême par les factures et les obligations. Ma vie n'avait jamais été glamour, loin de là. Avant le divorce, je vivais dans un vieil appartement d'une seule pièce, au-dessus d'une laverie automatique dans le 18e arrondissement. Les murs s'écaillaient chaque hiver, et le radiateur claquait comme une vieille machine à écrire asthmatique. Chaque matin, à 5h30, je me levais, enfilais mon manteau de seconde main, attrapais un café au goût amer à la boulangerie du coin, et prenais le RER bondé pour mon travail. C'était un petit bureau immobilier, toujours chaotique. Je n'étais pas une agente, je ne touchais pas de commission. Je n'étais pas la femme qui concluait des affaires de millions d'euros dans des salles de conférence aux baies vitrées. Non. J'étais celle qui répondait au téléphone, imprimait les documents, calmait les clients en colère, et rattrapait les erreurs des agents qui oubliaient leur rendez-vous. Mon bureau était coincé entre une imprimante en panne et un classeur qui se bloquait un jour sur deux. Pourtant, j'étais toujours là. Qu'il pleuve, qu'il neige, que j'aie de la fièvre ou que je sois épuisé. J'étais là parce que je devais survivre. Mes collègues se souvenaient à peine de mon anniversaire. Mon patron, Bernard Lavigne, oubliait mon nom chaque lundi. J'apportais mes déjeuners faits maison, car même une salade à 15 € était un luxe que je ne pouvais pas justifier. Quand quelque chose se cassait au bureau, tout le monde disait « Demandez à Éléonore. Elle trouvera une solution. » Et je trouvais presque toujours, même si personne ne me remerciait jamais. C'était le genre de femme que j'étais. Un travail invisible, une force tranquille, une colonne vertébrale que personne ne voyait. Pourtant, mon mariage avec Antoine avait changé ma vie d'une manière que je n'avais jamais admise à voix haute. Avant lui, je pensais qu'être aimé, c'était être choisi. Que si quelqu'un me choisissait, vraiment, ma vie prendrait enfin un sens. Antoine était entré dans mon monde comme une promesse. Beau, confiant, avec un sourire qui me donnait l'impression d'exister, de compter. Il m'avait emmené dans des restaurants que je n'avais vus que sur les réseaux sociaux. Il m'avait acheté des fleurs, m'avait embrassé le front, me disant que j'étais rafraîchissante et authentique. Avec le recul, chaque compliment avait une ombre que je n'avais pas perçue alors. Il aimait que je n'attende pas grand-chose. Il aimait que je travaille jusqu'à l'épuisement. Il aimait que je n'ai pas de famille sur qui m'appuyer. Il aimait que je n'ai rien pour pouvoir tout prendre. Mais je n'avais rien su de tout cela au début. Je l'aimais. Je croyais en lui. Je croyais que les nuits tardives, les appels téléphoniques mystérieux, l'argent qui disparaissait étaient tous des sacrifices pour notre avenir. Je le croyais quand il disait que ses affaires luttaient temporairement. Je le croyais même quand il me disait « Éléonore, tu es mon porte-bonheur. Je ne pourrais rien faire de tout cela sans toi. » Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé qu'il voulait dire que j'étais utile, pas aimé.
Mon existence était devenue celle d'une petite chandelle que l'on oublie dans un coin, allumée pour éclairer le chemin d'un autre. Je n'avais pas de voix, pas d'exigence. Juste une présence, discrète, toujours là, à son service. Cette invisibilité était ma marque, mon fardeau. Et c'est cette invisibilité même qui, des années plus tard, allait devenir ma plus grande force. Le destin a parfois une façon étrange de tordre les fils de notre existence. Assise là, entre le ciel et la terre, le bourdonnement du jet privé comme une berceuse étrange, le passé s'est déroulé devant mes yeux avec une clarté nouvelle. Chaque détail, chaque mot, chaque geste d'Antoine prenait un sens que mon cœur, trop aveuglé par l'amour, avait refusé de voir. Antoine Moreau avait toujours été le genre d'homme qui apprenait très tôt que le charme est une monnaie. En grandissant à Marseille, il n'était pas l'enfant le plus intelligent de la classe, mais il avait compris quelque chose de bien plus précieux. Les gens aimaient la confiance, même si elle était creuse. Et Antoine avait perfectionné l'art du vide. Quand il a atteint la trentaine, il s'était modelé en l'homme que le monde devait voir. Mâchoire affûtée, costumes impeccables, discours huilés, et un ego assez grand pour remplir tous les bars sur les toits de Paris. Pour les étrangers, il était impressionnant. Pour les investisseurs, il était prometteur. Pour les femmes, il était irrésistible, pendant exactement 6 mois, jusqu'à ce que l'éclat ne s'estompe. Mais pour moi, Éléonore, il avait été tout. Au début de notre relation, il avait joué son rôle à merveille. Romantique, attentionné, protecteur. Il parlait de bâtir un empire ensemble, d'échapper à nos petites vies, de devenir le couple que tout le monde enviait. C'était sa phrase préférée, pas l'amour, pas l'avenir, mais l'envie. Ce fut le premier signal d'alarme que j'ai ignoré. Puis vint le second, son obsession pour les apparences. Antoine se souciait plus de la perception que de la réalité. Il achetait des chaussures de designer avant de payer le loyer. Il préférait mourir de faim plutôt que de manquer ses rendez-vous hebdomadaires chez le coiffeur. Il répétait ses répliques humoristiques avant les réunions, s'entraînant devant le miroir comme un acteur préparant un rôle que personne ne lui avait demandé de jouer. Le troisième signal d'alarme est apparu silencieusement, dangereusement, sa colère. Pas le genre bruyant, violent, mais le genre froid, punitif. Si je remettais en question ses dépenses, il ne criait pas. Il ne se disputait pas. Il cessait simplement de me parler pendant des week-ends entiers, agissant comme si je n'existais pas, jusqu'à ce que je m'excuse de l'avoir contrarié. Au moment où nous avons déménagé à Paris, il avait créé un personnage que le monde devait adorer. Antoine Moreau, l'entrepreneur visionnaire de l'immobilier. En vérité, il se noyait. Chaque affaire qu'il touchait s'effondrait. Chaque investisseur qu'il rencontrait finissait par se retirer. Il ne construisait pas un avenir. Il construisait des dettes. Et quand la vie l'a acculé, il a fait le pivot le plus cruel de tous. Il m'a blâmé. Il m'a dit que je ne le soutenais pas assez. Que mon travail le gênait. Que je manquais d'ambition. Que mon petit salaire le freinait. Ces mots étaient des couteaux sculptés en compliments. Tu es douce, Éléonore, mais tu penses trop petit. J'ai besoin d'une femme qui corresponde au monde que j'essaie de construire. C'est là qu'est entrée Chloé Leclerc, l'influenceuse. Jolie, bruyante, égocentrique d'une manière qu'Antoine admirait parce qu'elle exigeait l'attention qu'il croyait mériter. Chloé ne l'aimait pas vraiment. Elle aimait l'idée d'un homme riche. Et Antoine était désespéré de maintenir l'illusion. Pour la garder, il avait besoin d'argent, et vite. C'est à ce moment-là qu'il a franchi la ligne qu'il ne pourrait jamais franchir à nouveau. Il a forgé ma signature sur un prêt privé, 150 000 € liés à une société écran. Il s'était convaincu que je ne le découvrirais jamais. J'étais trop confiante, trop occupée à survivre. Et quand il a demandé le divorce, il s'est persuadé qu'il me rendait service. Elle s'en sortira, avait-il dit à Chloé. Les femmes comme elles retombent toujours sur leurs pieds. Mais le destin, Paris, et Alexandre Valois avaient un autre plan. Après l'audience de divorce, toute ma vie était devenue une liste de pertes.
Je n'avais plus de mariage, plus de compte d'épargne, ni même un endroit stable où vivre. Ce qu'il me restait, c'était un carton de mes affaires sous mon bureau au travail, une poignée de reçus froissés, et un compte bancaire avec moins de 50 €. Mon cœur saignait, mais une étrange lucidité commençait à percer. Cette trahison n'était pas seulement la fin d'un amour. C'était l'anéantissement délibéré d'une personne, de son existence même. J'étais la garantie, la caution silencieuse de ses escroqueries. J'étais la femme qu'il pensait pouvoir enterrer vivante. Et pourtant, au fond de cet épuisement et de ce chagrin, quelque chose de petit et d'obstiné scintillait encore en moi. Une étincelle que je ne reconnaissais pas encore. Une étincelle que personne n'attendait de la fille tranquille assise sur une chaise de bureau cassée. Cette étincelle était la seule raison pour laquelle je ne me suis pas effondré sur les marches du palais de justice. C'est pourquoi, quand la porte de la Maybach noire s'est ouverte et qu'un étranger a prononcé mon nom avec une calme certitude, je n'ai pas fui. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas douté. J'ai fait un pas. Parce que pour la première fois depuis des années, quelqu'un me regardait comme si je n'étais pas invisible. Le jet privé glissait silencieusement à travers l'azur, une bulle de luxe et de mystère m'emportant loin de ma vie d'avant. Je n'avais jamais vu tant de confort, tant de discrétion. Chaque détail de l'habitacle criait la richesse, mais une richesse contenue, sans ostentation. C'était un monde que je n'avais fait qu'observer à travers les vitres sales des autobus. Mais pour la première fois, je n'étais pas à l'extérieur, à regarder. J'étais à l'intérieur, dans un monde qui, j'en étais certaine, ne m'accueillerait jamais vraiment. Alexandre Valois, l'homme qui avait prononcé mon nom devant le tribunal, était assis en face de moi. Il repliait ses mains, observant mon visage avec une intensité calculée, comme un analyste étudiant le comportement du marché. Pas de méchanceté, juste une attention profonde, intentionnelle. « Savez-vous qui je suis, Éléonore » a-t-il demandé, sa voix riche et maîtrisée, le genre de voix qui ne pose pas de questions mais annonce une direction. « Oui, ai-je admis, ma voix encore un peu tremblante. » Alexandre Valois. Le fondateur de Valois Capital. Les articles sur vos affaires remplissent les pages des Échos. Son nom seul portait un poids à Paris. Un milliardaire connu pour reconstruire des entreprises défaillantes avec une précision impitoyable, et pour anéantir ses concurrents avec encore plus de précision. Il ne devrait pas connaître mon nom. Il ne devrait même pas remarquer quelqu'un comme moi. Pourtant, il me regardait droit dans les yeux, son regard d'acier indéchiffrable, comme si j'étais la réunion qu'il avait préparée toute l'année. « Bien. Cela nous fera gagner du temps » a-t-il simplement répondu. Le jet s'est posé en douceur quelques heures plus tard. J'ai été escorté vers une voiture, puis vers un immeuble imposant en verre sur l'avenue Montaigne. Valois Capital. L'entrée brillait comme une promesse polie. Des gardes de sécurité en costumes ajustés ouvraient la porte sans poser de questions. Le hall était en marbre blanc et rehaussé d'accents dorés, le genre d'espace qui murmurait le pouvoir plutôt que de l'afficher. Je me sentais douloureusement sous-habillé, douloureusement déplacé, douloureusement consciente de chaque éraflure sur mes chaussures. Une fois dans un pantouse luxueux, une femme blonde, élégante, aux yeux vifs, m'a accueilli. Isabelle Fournier, l'assistante d'Alexandre. Son sourire était professionnel mais pas froid. « Éléonore » a-t-elle dit doucement, « je crois que vous avez besoin de comprendre ce qui se passe. » Elle m'a installé confortablement, et avec une clarté que je n'avais plus rencontrée depuis des lustres, elle a commencé à m'expliquer. « J'étais dans la salle d'audience aujourd'hui » a dit Alexandre, qui était arrivé peu après nous. « J'ai tout vu, y compris ce que la plupart des gens ont manqué. » Mon estomac s'est noué. Et qu'est-ce que c'était? Alexandre s'est légèrement penché, ses yeux fixés sur les miens. « Antoine Moreau ne vous a pas seulement divorcé » a-t-il dit doucement. « Il a essayé de vous enterrer vivante. » Mon pouls a bondi. « Et que voulez-vous dire » Alexandre a soutenu mon regard. « Je veux dire que je sais ce qu'il a forgé. Il a présenté des documents financiers frauduleux à des investisseurs, y compris à Valois Capital. Antoine a proposé un projet de développement à Valois Capital il y a 6 mois.
L'équipe d'Alexandre a signalé des incohérences dans ses documents, mais au lieu de reculer, Antoine a doublé la mise. Et l'un des documents qu'il a soumis incluait le prêt frauduleux lié à votre signature. 150 000 €, Éléonore. Vous étiez sa couverture parfaite. La couverture parfaite. Les mots ont brûlé comme une gifle. Donc, il n'avait pas seulement ruiné ma vie, j'avais murmuré. Il m'avait utilisé comme garantie. Isabelle a acquiescé. Et Alexandre estime qu'Antoine pourrait essayer de faire taire quiconque peut exposer cette falsification. Un frisson glacial a parcouru mes veines. Le SUV noir, les messages anonymes que j'avais reçus, cette sensation d'être observé. Tout était lié. Ma gorge s'est serrée. Pourquoi Alexandre Valois m'aiderait-il? Il ne me connaît pas. Je ne suis personne. Isabelle a secoué la tête fermement. Vous êtes la seule personne qui peut prouver qu'Antoine a falsifié ses documents, et cela vous donne plus de pouvoir que vous ne le réalisez. Le pouvoir. Ce mot ne me correspondait pas. Pas encore. La ville, Paris, m'avait ignoré pendant la majeure partie de ma vie. C'était la première fois que cette ville, à travers cet homme, semblait m'appeler en avant au lieu de me repousser. Je ne devais pas courir. Je ne devais pas paniquer. Je ne devais pas douter point au sommet des escaliers du métro, le moment où nous avons mis le pied dehors, Isabelle s'est arrêtée brusquement, me bloquant de son bras. Mon souffle s'est coupé. Et qu'est-ce qui ne va pas? La voix d'Isabelle est tombée à un chuchotement. Nous sommes trop tard. Quelqu'un vous attend déjà. Une berline sombre était garée de l'autre côté du passage piéton. Vitres teintées, moteur ronronnant. Bas, trop patient. Celui qui était à l'intérieur n'était pas là pour la vue. Isabelle n'a pas scié. Restez derrière moi. Mon cœur battait la chamade tandis qu'Isabelle scrutait la rue avec la fermeté de quelqu'un qui avait déjà vécu cela. Elle n'était pas seulement une assistante. Elle avait été formée par quelqu'un comme Alexandre, quelqu'un d'assez puissant pour avoir besoin d'équipes de protection. La berline s'est attardée une respiration trop longue, puis s'est fondue dans le trafic. Isabelle a expiré lentement. Nous devons bouger maintenant. Nous nous sommes dépêchés dans le pâté de maisons opposées, nous faufilant à travers la foule, le vent d'hiver me transperçant mon mince manteau. Nous avons tourné des coins, traversé des rues, nous sommes glissés sur des trottoirs bondés jusqu'à ce qu'Isabelle s'arrête finalement devant un imposant immeuble en verre sur l'avenue Montaigne. Valois Capitale. L'entrée brillait comme une promesse polie. Des gardes de sécurité en costumes ajustés ont ouvert la porte sans nous poser de questions. Le hall était en marbre blanc et rehaussé d'accents dorés, le genre d'espace qui murmurait le pouvoir plutôt que de l'afficher. Je me sentais douloureusement sous-habillé, douloureusement déplacé, douloureusement consciente de chaque éraflure sur mes chaussures. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, révélant un intérieur miroir et un morceau instrumental doux fredonnant à travers des haut-parleurs cachés. Alors que nous montions étage par étage, Isabelle m'a regardé. Vous tremblez. J'ai dégluti. Je n'ai pas l'habitude de tout cela. Isabelle s'est adoucie. Alors habituez-vous. Votre vie est sur le point de changer plus que vous ne le pensez. L'ascenseur s'est ouvert sur le dernier étage. C'était comme entrer dans un autre monde, un monde d'ordre, de silence et d'une richesse si raffinée qu'elle n'avait pas besoin de s'annoncer. Des fenêtres du sol au plafond affichaient la skyline de Paris comme un tableau privé. Un long couloir de bois sombre menait à une paire de portes vitrées. Isabelle les a ouvertes, et Alexandre Valois a levé les yeux de derrière son bureau. Il s'est levé en nous voyant entrer, grand et composé dans un costume gris anthracite qui lui allait comme s'il avait été sculpté, non cousu. Sa présence remplissait la pièce, pas bruyante, pas intimidante, mais absolue. Le genre d'autorité que les gens reconnaissaient instantanément. L'Éléonore, a-t-il dit, non comme une question, non comme une salutation, mais comme une reconnaissance. Je me sentais petite, incertaine. Monsieur Valois, je ne comprends pas pourquoi je suis ici. Vous comprendrez, a-t-il répondu. Il a fait un signe de tête à Isabelle,
qui s'est éclipsée silencieusement, refermant les portes derrière elle. Pendant un instant, nous étions seuls, la skyline brillant derrière lui comme une couronne. Alexandre s'est approché lentement, les mains dans les poches. Vous êtes secoué. C'est normal. Votre vie s'est effondrée d'une manière que personne ne pourrait supporter seul. J'ai cligné rapidement des yeux, ma voix incertaine. Vous avez dit qu'Antoine avait essayé de m'enterrer. Il l'a fait, a dit Alexandre. Il s'est arrêté à quelques pas, observant ma réaction. Et ce qu'il ne réalise pas, c'est que son erreur était plus grande que la fraude. Mon pouls a bondi. Quelle erreur? Alexandre a tendu la main vers un dossier sur la table, un dossier épais étiqueté avec mon nom. Vous sous-estimez, a-t-il dit doucement. Il m'a tendu le dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies des documents falsifiés d'Antoine, des relevés bancaires, des signatures qui n'étaient pas les miennes, des transferts de prêts que je n'avais jamais vus. J'ai feuilleté page après page, mon souffle se resserrant. Chaque preuve n'était pas seulement incriminante, elle était dévastatrice. Ceci est suffisant pour le détruire, ai-je murmuré. Alexandre a hoché la tête. Et pour vous sauver. Je me suis senti étourdi. Je n'avais jamais détenu un tel pouvoir, jamais eu une arme, jamais eu de preuves. Alexandre m'a étudié avec une intensité attentive. Vous avez un choix, Éléonore. Vous pouvez disparaître et le laisser continuer à faire du mal aux gens. Ou. Mes yeux se sont levés vers les siens. Ou quoi, ai-je demandé. Alexandre s'est rapproché, sa voix s'abaissant. Ou vous pouvez vous battre avec moi. J'ai fixé Alexandre, les mots résonnant en moi comme un courant électrique. Vous battre avec moi. Cela ne ressemblait pas à une menace. Cela ne ressemblait pas à un sauvetage. Cela ressemblait à une offre. Une porte que je n'aurais jamais cru voir s'ouvrir. Une porte dont je ne savais même pas qu'elle existait. Mais la peur en moi était toujours vivante. Pourquoi moi, ai-je murmuré. Je ne suis pas puissante. Je n'ai pas de connexion. Je ne suis rien. L'expression d'Alexandre n'a pas changé. C'est là que vous vous trompez. Vous êtes la seule personne qu'Antoine n'a jamais cru capable de se lever, et cela vous rend imprévisible. L'imprévisibilité est un pouvoir. Mon souffle a tremblé. Mais je ne sais pas comment me battre contre quelqu'un comme lui. Alexandre s'est rapproché, sans envahir mon espace, mais en le consolidant. Vous n'avez pas besoin de savoir encore. Vous avez juste besoin de faire le premier pas. J'ai dégluti. Lequel? Il s'est tourné vers la fenêtre, la skyline de Paris s'étendant sous nous comme un échiquier scintillant. Demain soir, Valois Capital organise son gala annuel d'entreprise. Tous les grands investisseurs, membres du conseil d'administration et géants de l'industrie seront là. Et Antoine Moreau, désespéré et en difficulté, y assistera pour présenter son dernier projet de développement. Je me suis raidi. Vous m'invitez à cela. Vous n'y assisterez pas en tant qu'invité, Alexandre a rencontré mon regard. Vous y arriverez en tant que quelqu'un qui détient la vérité. Quelqu'un qui mérite d'être vu. Quelqu'un qui refuse d'être humilié à nouveau. Mon cœur a battu fort. Je n'ai rien à me mettre. Je n'ai même pas d'endroit où dormir ce soir. Alexandre n'a pas scié. Et Isabelle a déjà réservé une suite pour vous au Ritz Paris. Elle vous attend, et vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin. Le Ritz? Cela sonnait comme une autre planète, un autre univers, un monde avec la chaleur et les lustres au lieu des lumières vacillantes de mon appartement et de la peinture écaillée. Mais pourquoi, ai-je murmuré. Pourquoi m'aidez-vous vraiment? La mâchoire d'Alexandre s'est serrée comme si la vraie réponse vivait quelque part derrière ses côtes, et qu'il n'était pas prêt à la révéler. Parce qu'Antoine est sur le point de faire beaucoup plus de mal aux gens s'il n'est pas contrôlé. Et parce que personne ne devrait s'en sortir en enterrant quelqu'un qui ne méritait pas d'être enterré. Il a fait une pause. Et parce que vous me rappelez quelqu'un. Mon souffle s'est coupé.
Mais avant que je ne puisse demander qui, il a levé la main, légèrement, mettant fin à la conversation. Vous partirez avec Isabelle. Reposez-vous ce soir. Demain, tout change. J'ai hoché la tête lentement, ne croyant toujours pas que tout cela était réel. Ne croyant toujours pas qu'après tant de mois à me recroqueviller juste pour survivre, quelqu'un me disait enfin de me relever. Isabelle est rentrée dans le bureau comme si elle attendait le signal. Prête ? J'ai hoché la tête, ramassant le dossier de preuves. Il me semblait plus lourd maintenant, non comme un fardeau, mais comme une armure. Des heures plus tard, alors que l'ascenseur me portait vers le hall poli et vers les lumières du soir de la ville, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un but. Je n'étais pas guéri. Je n'étais pas intrépide. Je n'étais pas magiquement forte, mais je n'étais plus invisible. Isabelle m'a escorté vers une voiture qui attendait. L'intérieur était chaud, silencieux, sûr. Alors que nous remontions les Champs-Élysées vers l'auvent lumineux du Ritz, j'ai doucement appuyé mon front contre la vitre, regardant la ville se brouiller en traînées d'or. Demain soir, Antoine serait sur une scène, entouré de caméras et d'investisseurs, se vantant de son succès. Et demain soir, j'entrerai dans cette même pièce. Non pas comme son ex-femme rejetée, non pas comme son marchepied, non pas comme son bouc émissaire, mais comme la femme qui tenait sa chute entre ses mains. Isabelle m'a regardé. Ça va ? J'ai hoché la tête lentement. Non, ai-je murmuré. Mais ça ira. La voiture s'est arrêtée devant l'entrée du Ritz. Un portier s'est avancé, prêt à ouvrir la porte. J'ai inspiré, me préparant à entrer dans ma nouvelle vie. Mais avant que je ne puisse bouger, le téléphone d'Isabelle a vibré sèchement. Elle a regardé l'écran. Son visage s'est vidé de toute couleur. Éléonore, a-t-elle murmuré. Antoine a découvert. Vous êtes vivante. Le hall du grand hôtel où se tenait le gala d'Alexandre brillait de mille feux. Les lumières scintillantes, le tapis rouge tendu comme un champ de bataille, tout cela me semblait à la fois irréel et étrangement familier. Limousines alignées, robes somptueuses, murmures de photographes comme des essaims d'abeilles. J'ai dégluti. Je ne suis pas prête pour cela, ai-je murmuré. Alexandre a croisé mon regard. Son assurance était inébranlable. Si, vous l'êtes, a-t-il dit. Il s'est penché légèrement, sa voix s'abaissant. Ce soir, vous entrez la tête haute. Vous ne vous cachez pas. Vous ne sciez pas. Car au moment où vous franchirez les portes de cette salle de bal, Antoine perdra le seul avantage qu'il pense encore avoir. Quel avantage, ai-je demandé, ma voix à peine un souffle. La mâchoire d'Alexandre s'est serrée. La croyance que vous avez peur. La voiture s'est arrêtée. Un voiturier a ouvert ma porte. Une musique douce, des cordes, des rires feutrés des riches et des puissants s'échappaient de l'intérieur. Un monde conçu pour intimider. Mon cœur battait douloureusement. Je suis sorti, ma robe scintillant sous les lumières. Des murmures ont parcouru la foule. Je n'étais plus invisible. La sécurité m'a immédiatement entouré, me guidant vers les marches. Alexandre marchait à mes côtés, un bouclier vivant de puissance et de présence. Mais au moment où nous atteignions les portes de la salle de bal, Isabelle s'est précipitée vers nous, le souffle court, les yeux écarquillés d'urgence. Alexandre, a-t-elle chuchoté vivement. Nous avons un problème. Il s'est tendu. À quoi encore? Isabelle a regardé entre nous deux, sa voix tremblante. Antoine est déjà à l'intérieur, et il n'est pas seul. Le fait qu'Antoine Moreau soit à l'intérieur du gala était déjà une mauvaise nouvelle, mais ce n'était pas l'information qui a fait couler un frisson glacial dans le dos d'Alexandre. C'était le visage pâle d'Isabelle. La façon dont sa voix tremblait lorsqu'elle a chuchoté, il n'est pas seul. La voix d'Alexandre s'est faite plus tranchante. Et qui a-t-il amené? Isabelle a dégluti. Et quelqu'un que vous n'allez pas aimer. Mon cœur a bondi dans ma gorge alors que nous avancions dans la grande salle de bal.
Un monde de lustres en cristal, d'arrangements floraux dorés, et le bourdonnement de l'élite parisienne sirotant du champagne comme si elle possédait la gravité elle-même. C'était beau, cher, dangereux. Alexandre a posé une main ferme sur le bas de mon dos, me guidant à travers la foule scintillante. Les gens ont commencé à chuchoter dès qu'ils m'ont vu, leurs yeux allant de ma robe émeraude à la présence d'Alexandre à mes côtés. Qui est-ce? Est-ce l'ex-femme? Pourquoi Valois l'amènerait-il? N'avez-vous pas lu l'article? Elle a des ennuis. Chaque phrase était une aiguille. Mais j'ai gardé la tête haute, exactement comme Isabelle m'avait appris. Mon dos s'est redressé, mes épaules carrées, mon menton relevé. Nous nous sommes arrêtés près du bord de la salle de bal. Isabelle a fait un signe discret vers le centre de la foule. Là, j'ai suivi son regard et le monde a basculé. Debout sous le lustre, vêtue d'une robe de soie blanche comme si elle possédait la pièce, se tenait Chloé Leclerc, la nouvelle compagne d'Antoine. Sauf qu'elle n'était pas seule. À ses côtés, vêtu d'un costume bleu marine ajusté et d'un sourire arrogant, se tenait Bernard Lavigne, mon ancien patron. L'homme qui m'avait forcé à démissionner, prétendant que j'étais mauvaise pour les affaires. Mes poumons se sont gelés. Pourquoi est-il ici? Ai-je chuchoté. Le visage d'Isabelle s'est durci. Parce qu'il vous a trahi. La mâchoire d'Alexandre s'est serrée. J'aurais dû savoir qu'Antoine n'agirait pas seul. La foule s'est écartée comme s'ils avaient répété cela, et Antoine est apparu, se pavanant vers Chloé et Bernard. Il a embrassé Chloé, a serré la main de Bernard, puis a levé un verre de champagne comme s'il portait un toast à sa propre brillance. J'ai senti quelque chose se tordre profondément dans ma poitrine. Trahison sur trahison. Je m'attendais à Antoine. Je m'attendais même à Chloé. Mais Bernard, l'homme qui se souvenait à peine de mon nom. Alexandre s'est penché. Bernard a divulgué vos dossiers d'employés. Le récit sur vous volant des documents, cela vient de lui. Ma vision s'est brouillée un instant, non pas de larmes, mais d'une colère que je reconnaissais à peine comme la mienne. Antoine nous a finalement aperçus. Son sourire suffisant s'est élargi alors qu'il traversait la salle de bal, fendant des groupes d'invités impressionnés qui s'écartaient pour lui comme s'il était de la royauté. Eh bien, a-t-il dit d'une voix traînante, levant son verre. Je ne pensais pas que vous auriez le courage de vous montrer, Éléonore. J'ai cligné des yeux, calmant ma respiration. Je ne me cachais pas, Antoine. Antoine a ri assez fort pour que les invités proches l'entendent. Bien sûr que non. Tout le monde se cache quand il est coupable. Coupable de quoi? La voix d'Alexandre a fendu l'espace. Basse et mortelle. Antoine n'a pas reculé. Il s'est tourné vers Alexandre avec un sourire mielleux. Ravi de rencontrer enfin l'homme vers qui mon ex-femme a couru. J'espère qu'elle ne vous a pas vendu de fausses histoires. Mon sang a bouilli, mais Antoine s'est rapproché, trop près, souriant de haut en bas. Vous avez bonne mine, Éléonore. Dommage. Cela n'aura aucune importance après ce soir. Alexandre a fait un pas subtil en avant. Ses épaules s'élargissant, ses yeux sombres. Attention, a-t-il averti doucement. Antoine l'a ignoré. Le conseil d'administration en parle déjà. Les investisseurs aussi. Tout le monde a entendu comment vous avez essayé de saboter mon projet. Vous êtes fini. J'ai fait quelque chose que je n'attendais pas de moi. J'ai ri doucement, mais avec clarté. Antoine a cligné des yeux. De quoi diable riez-vous? J'ai rencontré son regard, stable, inébranlable. Vous paniquez. Les murmures autour de nous sont devenus plus forts. Le sourire d'Antoine a vacillé. Chloé lui a tiré le bras nerveusement. Antoine, chéri, peut-être pas ici. Tais-toi, lui a-t-il sifflé. Les yeux d'Alexandre se sont durcis. Éléonore. J'ai inspiré. J'ai maintenu le regard d'Alexandre, puis j'ai fait face à Antoine à nouveau. Vous n'auriez pas dû venir ce soir, ai-je dit doucement.
Parce que vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. Antoine s'est penché, chuchotant vivement. Vous pensez que vous avez quelque chose contre moi? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis retourné, et toute la pièce a halté. Car derrière moi, étant entré inaperçu, se tenait un homme que personne ne s'attendait à voir ce soir. Un enquêteur fédéral portant un mandat scellé avec le nom d'Antoine Moreau imprimé en haut. La salle de bal est tombée dans un silence absolu, comme si quelqu'un avait coupé la musique en plein milieu d'une note. Les verres de champagne se sont immobilisés à mi-chemin des lèvres. Une mer de riches donateurs et d'investisseurs s'est tournée vers le nouveau venu inattendu, un agent fédéral en costume sombre, l'insigne brillant sous la lumière du lustre. Le sourire d'Antoine Moreau est mort instantanément. L'agent s'est avancé. Antoine Moreau. Antoine a dégluti difficilement. Oui, qui veut savoir? L'agent a sorti une enveloppe de sa veste. Je suis l'agent spécial Roussel, du département des crimes financiers. J'ai besoin de vous parler de plusieurs irrégularités liées à votre récente proposition de développement. Les murmures ont éclaté dans la foule comme des étincelles. Alexandre s'est légèrement rapproché d'Éléonore, non pas de manière possessive, mais protectrice, les yeux fixés sur Antoine comme un stratège observant un adversaire perdant faire ses derniers mouvements désespérés. Antoine a forcé un sourire. C'est ridicule. Quelqu'un vous a clairement donné de mauvaises informations. L'agent Roussel n'a pas scié. Nous avons un mandat pour collecter des documents relatifs à des allégations de falsification, de demandes de prêts frauduleuses et de tromperies d'investisseurs. Le visage d'Antoine s'est vidé de ses couleurs. Chloé Leclerc s'est accrochée à son bras, mais même elle semblait maintenant secouée. Antoine, de quoi parle-t-il? Bernard Lavigne, mon ancien patron, s'est déplacé inconfortablement. La sueur perlait déjà sur ses tempes. Alexandre l'a remarqué. Je l'ai remarqué aussi. L'agent Roussel a poursuivi, nous avons des raisons de croire que ces documents impliquent l'utilisation non autorisée de l'identité de votre ex-femme. Tous les regards dans la pièce se sont tournés vers moi. Je n'ai pas reculé. Non, a explosé Antoine, me montrant du doigt. Réellement. Elle essaie de détruire ma carrière depuis qu'elle m'a quitté. L'agent Roussel a haussé un sourcil. En fait, les preuves ne viennent pas d'elle. Un silence a balayé la salle de bal. Les yeux d'Alexandre se sont aiguisés comme une lame. J'ai froncé les sourcils. Alors d'où viennent-elles? L'agent Roussel a désigné l'autre côté de la pièce et tout le monde s'est retourné. Là, debout maladroitement près du buffet de dessert, se tenait un jeune homme en costume mal ajusté, serrant un dossier si fort que ses phalanges étaient blanches. J'ai cligné des yeux. Laisse. A chuchoté Isabelle. L'ancien assistant d'Antoine, Pierre Morin. Antoine a viré au rouge. Petit. Pierre a levé le dossier comme un bouclier. Je ne voulais plus en faire partie. Vous m'avez fait falsifier des choses et menacer des gens. Et puis vous avez dit que personne ne le découvrirait jamais, mais elle ne méritait rien de tout cela. Chloé a halté. Antoine, tu m'as traîné dans ce pétrin. Antoine a sifflé, baisse la voix. Mais il était trop tard. La foule s'était retournée contre lui. L'agent Roussel a fait un pas en avant. Monsieur Moreau, nous devons vous demander de nous accompagner. Antoine m'a pointé du doigt frénétiquement. C'est un coup monté. Valois vous a poussé à faire ça, n'est-ce pas? Vous pensez être puissante parce que vous êtes à côté de lui? Il vous utilise. Pendant un instant, la salle de bal a retenu son souffle. Alexandre a parlé avec une autorité tranquille. La seule personne qui a utilisé Éléonore, c'est vous. Antoine s'est jeté en avant, mais deux agents l'ont intercepté instantanément. Chloé a reculé, horrifiée. Bernard semblait sur le point de s'évanouir. Pierre serrait son dossier comme s'il pesait 1000 kilos. Alors qu'Antoine était escorté vers la sortie latérale, il s'est tordu, la rage brûlant dans ses yeux. Ce n'est pas fini, Éléonore.
Vous pensez avoir gagné ce soir? Vous pensez pouvoir entrer ici vêtu d'une robe de soirée et me ruiner? Attendez. Attendez juste. Sa voix a été coupée alors que les agents l'entraînaient hors de vue. La salle de bal a éclaté en murmures, spéculations, chocs. J'ai expiré difficilement. C'était fini, ou du moins, cela aurait dû l'être. Mais quelque chose dans la posture d'Alexandre me disait que la tempête n'était pas terminée. Sa mâchoire s'est serrée, ses yeux suivaient Bernard, qui avait commencé à s'éloigner vers l'arrière de la salle de bal. « Mais qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé doucement. Alexandre s'est penché juste assez pour que seule ma voix l'entende. Antoine n'est pas le seul coupable. Et la prochaine personne est sur le point de faire un geste très stupide. Mes yeux se sont écarquillés. Qui? Alexandre a fait un signe de tête vers l'homme tremblant, qui se faufilait à travers la foule. C'était Bernard Lavigne, mon ancien patron, qui portait une clé USB volée dans la paume de sa main, se dirigeant directement vers la sortie. Bernard Lavigne se déplaçait comme un homme qui croyait que la vitesse effacerait la culpabilité. Les épaules rentraient, le souffle court, les yeux papillonnant partout sauf derrière lui. La salle de bal était un labyrinthe de robes scintillantes et de parfums coûteux. Et il se frayait un chemin avec le désespoir de quelqu'un qui essaie de distancer le destin. Alexandre n'a pas hésité. « Restez avec Isabelle », a-t-il dit, sa voix basse mais tranchante comme l'acier. J'ai attrapé son bras. « Attendez, qu'y a-t-il sur la clé USB ?» Alexandre a croisé mon regard. Tout ce qu'Antoine ne voulait pas que quiconque voie, et tout ce que Bernard l'a aidé à cacher. Et s'il s'échappe? Les yeux d'Alexandre se sont durcis. Alors Antoine ne sera pas le seul à aller en prison. Il s'est glissé dans la foule comme une ombre. Isabelle a touché mon bras. Nous devons suivre à distance. Si Bernard panique, il pourrait détruire les preuves. J'ai acquiescé, mon cœur battant la chamade alors que nous nous frayions un chemin à travers la salle de bal. Les lustres scintillaient au-dessus de nous. La musique a repris doucement, et les riches invités ont recommencé à siroter du champagne comme si les arrestations fédérales étaient une forme de divertissement routinière. Mais pour moi, le gala n'était plus glamour. C'était un champ de bataille. Bernard a bousculé un serveur tenant un plateau de truffes au chocolat, manquant de le faire tomber. Il a marmonné quelque chose, mais Bernard n'a jamais regardé en arrière. Il transpirait à travers son col, tâtonnant avec la clé USB dans sa paume, essayant de la cacher alors qu'il se dirigeait vers le couloir de sortie. Isabelle a chuchoté, il se dirige vers l'aile de service. Il y a un quai de chargement là-bas, non surveillé. J'ai senti mon estomac se tordre. S'il sort. Oui, a dit Isabelle d'un ton sombre. Il est parti. Nous avons avancé, nous faufilant entre les invités et nous glissant dans le couloir plus calme derrière la salle de bal. L'éclairage s'est atténué, la musique s'est adoucie, et l'opulence a fait place à des murs blancs et des panneaux de sortie de secours. Nous étions proches. J'ai entendu des pas pressés. La voix de Bernard, frénétique, tremblante. Décroché. Décroché. Bon sang. Isabelle et moi nous sommes figés au coin. Bernard était au téléphone. Antoine est parti. Il est parti. Vous comprenez? Ils l'ont emmené. Bernard a crié. Je ne vais pas couler seul. Vous m'avez promis une protection. Mon cœur a chaviré. Il ne parlait pas à Antoine. Il parlait à quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus haut. J'ai toujours la clé, a chuchoté Bernard. Si vous me faites sortir d'ici, je peux la détruire. Personne ne saura que vous étiez impliqué. Ma gorge s'est serrée. Les yeux d'Isabelle se sont écarquillés. Quelqu'un d'autre était impliqué dans ce scandale. Bernard a écouté le téléphone, hochant frénétiquement la tête. J'y vais. J'y vais. Retrouvez-moi au. Il s'est figé. Une main s'est posée sur son épaule. Alexandre, calme, maîtrisé,
mortellement silencieux. Vous n'allez nulle part, Bernard. Bernard s'est retourné, le visage d'une blancheur fantomatique. Alexandre, je peux expliquer. Vous avez falsifié des documents. Vous avez divulgué des mensonges. Vous avez pris de l'argent pour maintenir l'escroquerie d'Antoine en vie, a dit Alexandre. Et maintenant, vous négociez avec quelqu'un en dehors de ce désordre pour vous sauver. Bernard a tremblé, serrant la clé USB plus fort. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ils nous ruineront tous. La voix d'Alexandre s'est abaissée. Donnez-moi la clé. Bernard a reculé. Non, je ne le ferai pas, il s'est retourné pour courir. Isabelle a crié, Éléonore, reculez. Mais Bernard n'a pas fait de pas. Un agent de sécurité est sorti du couloir, le bloquant. Coincé, paniqué, Bernard s'est jeté vers la porte de secours, y claquant son épaule, mais l'alarme s'est déclenchée instantanément. Des lumières rouges vives ont clignoté. Une sirène a retenti dans le couloir. J'ai tressailli. Bernard a crié à l'agent, « Laissez-moi partir. J'ai des droits. » L'agent l'a maîtrisé, et la clé USB est tombée de la main tremblante de Bernard, glissant sur le sol jusqu'à s'arrêter à mes pieds. Je l'ai fixé, ce petit objet qui contenait la vérité. Je me suis accroupi, je l'ai ramassé, et j'ai ressenti une étrange poussée de pouvoir me parcourir. Le visage de Bernard s'est tordu de peur. « S'il vous plaît, ne la lui donnez pas. Vous ne comprenez pas ce qui arrive. » Je me suis redressé lentement. Mes yeux se sont levés vers Alexandre, qui se tenait immobile, me regardant, sans m'instruire, sans me pousser, me laissant décider. J'ai avancé et j'ai placé la clé USB dans la main d'Alexandre. Bernard s'est effondré, vaincu. Mais alors qu'Alexandre refermait ses doigts sur les preuves, son téléphone a vibré. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, et son expression s'est assombrie. J'ai senti ma poitrine se serrer. Qu'est-ce que c'est ? Alexandre n'a rien dit pendant un instant. Puis, ce n'est pas fini. Quelqu'un d'autre vient d'entrer au gala et a demandé à vous voir, par votre nom. J'ai senti l'air changer autour de nous. Ce n'était pas la peur. La peur m'était familière maintenant. C'était quelque chose de plus froid. Une présence que je ne comprenais pas encore, mais qu'Alexandre, de toute évidence, comprenait. Sa mâchoire s'est serrée, ses yeux se rétrécissant sur l'écran de son téléphone comme si c'était un coup de semonce. « Et qui a demandé à me voir ?» ai-je chuchoté. Alexandre n'a pas répondu immédiatement. Il a levé les yeux, scrutant le couloir, traitant chaque variable comme un homme résolvant une équation que personne d'autre ne pouvait voir. Quand il a finalement parlé, sa voix était basse, contrôlée. Philippe Beaumont. L'expression d'Isabelle s'est assombrie. Il n'oserait pas. Alexandre a remis son téléphone dans sa veste. Il l'a fait. Mon estomac s'est tordu. De qui parlez-vous ? Avant que quiconque ne puisse répondre, un claquement net a retenti dans le couloir. Des pas lents, réguliers, confiants. Ils sont devenus plus forts, approchant de l'entrée de la salle de bal. Je me suis retourné, le cœur battant, m'attendant à un autre officier, ou pire, une autre des ombres engagées par Antoine. Mais l'homme qui est apparu ne ressemblait à rien de ce que j'attendais. Grand, impeccablement vêtu d'un smoking noir, ajusté à la perfection, cheveux poivre et sel plaqués en arrière, un visage sculpté par une arrogance calme. Il se déplaçait avec l'autorité tranquille de quelqu'un habitué à commander des salles, des entreprises, des empires entiers. Il a souri, un sourire élégant, glaçant. « Éléonore Dubois », a-t-il dit, comme s'il savourait le nom. Enfin. Alexandre s'est interposé entre nous. « Fais demi-tour, Philippe », a-t-il averti. « Vous n'avez pas votre place ici. » J'ai cligné des yeux. « Philippe ». L'homme a ri doucement. « Il ne vous a pas parlé de moi. » Oh, Alexandre, toujours à vouloir garder votre passé propre et aseptisé.
Isabelle a marmonné sous son souffle, c'est grave. J'ai regardé entre eux, mon pouce accélérant. Et qui est-il? La voix d'Alexandre a presque grondé. Il s'appelle Philippe Beaumont, PDG de Beaumont International. Philippe a hoché poliment la tête comme si je devais déjà le savoir. Le vrai soutien d'Antoine. Celui qui a financé sa proposition frauduleuse. Celui qui devait en tirer profit si Valois Capital achetait leur stratagème. Les pièces du puzzle se sont emboîtées si vite que je me suis senti étourdi. Vous avez financé Antoine, ai-je murmuré. Philippe a souri. J'ai soutenu un vainqueur potentiel. Malheureusement, il était bâclé. Ses yeux se sont posés sur Bernard, maintenant menotté au sol, et ses petits assistants encore plus. Bernard a gémi. Monsieur Beaumont, j'ai essayé d'appeler. Philippe l'a congédié d'un revers de main. Vous m'avez déjà déçu. Un frisson m'a parcouru. Vous étiez derrière le prêt falsifié d'Antoine, ai-je demandé, ma voix incertaine. Les inspiré, a corrigé Philippe. Antoine avait besoin d'un levier. Il était désespéré. Vous étiez pratique. J'ai chancelé alors que la vérité s'abattait sur moi comme un coup. Mais Philippe n'avait pas fini. Vous voyez, ma chère, la chute d'Antoine est malheureuse mais supportable pour moi. Ce que je ne peux pas permettre. Ses yeux se sont durcis. C'est que vous entriez demain, libre et puissante. Alexandre s'est entièrement interposé entre nous. Vous ne la toucherez pas, a-t-il dit, chaque syllabe tranchante. Le sourire de Philippe s'est affiné. Vous avez toujours été sentimental, Alexandre. C'est pourquoi vous avez perdu votre dernière entreprise. Je me suis figé. Quoi, ai-je chuchoté. Alexandre n'a pas répondu, mais quelque chose dans sa posture, tendue, vigilante, m'a dit que ces mots le blessaient plus que Philippe ne le voulait. Philippe a croisé les mains derrière son dos. Maintenant, vous allez me donner la clé USB, et Éléonore partira d'ici tranquillement. Pas de discours de gala, pas de preuves, pas d'implication fédérale. Cela se termine ce soir, proprement. Alexandre n'a pas scié. Non. Philippe a soupiré. Alors, j'assumerai la chute après avoir enterré sa réputation si profondément qu'elle ne s'en remettra jamais. J'ai senti mon souffle se couper. Le bruit de la foule de la salle de bal s'est estompé. Tout s'est réduit à ce couloir, à cet instant. Philippe s'est légèrement penché. À vous de jouer, Madame Dubois. J'ai senti le bras d'Alexandre reculer comme pour me protéger instinctivement. Mais avant que je ne puisse parler, avant qu'Alexandre ne puisse parler, il y a eu un nouveau son derrière nous. Une voix calme. Ferme, familière. En fait, c'est la mienne. Je me suis retourné. Et là, entrant dans le couloir dans un costume de minuit ajusté et un insigne fédéral accroché à sa ceinture, se tenait le frère aîné de Pierre. Un procureur fédéral sous couverture, tenant un deuxième mandat avec le nom de Philippe Beaumont imprimé en haut point. Le procureur fédéral Marc Leroy, le frère aîné de Pierre Morin, est entré dans le couloir avec l'assurance calme et mortelle d'un homme qui avait passé des années à démanteler des empires pièce par pièce. Sa présence a transformé tout le couloir. Même les agents de sécurité se sont redressés. Philippe Beaumont s'est figé, le souffle coupé. La colonne vertébrale d'Alexandre s'est légèrement redressée, comme pour se préparer à un impact. J'ai senti mon propre rythme cardiaque se stabiliser, non pas parce que le danger avait disparu, mais parce que pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, le pouvoir marchait de mon côté. Marc a brandi le mandat. Philippe Beaumont, vous êtes sous enquête fédérale pour collusion, coercition financière et implication accessoire dans de multiples actes de fraude documentaire liés à Antoine Moreau. Philippe a laissé échapper un léger rire. Le genre que les hommes puissants utilisent quand ils pensent que la pièce plaisante. Le procureur Leroy, a-t-il répondu froidement. Vous réalisez que vous n'avez pas assez pour que ça tienne. Je fais ça depuis plus longtemps que vous ne respirez. Marc a haussé un sourcil. Et cette arrogance,
mesdames et messieurs, est la pièce à conviction numéro 1. J'ai observé, stupéfaite. Dans la salle de bal derrière nous, la musique continuait. Les verres s'entrechoquaient. Les invités insouciants riaient. Mais ici, dans ce couloir silencieux, le destin d'un titan était en train d'être réécrit. Philippe s'est rapproché de Marc, baissant la voix pour en faire une menace enveloppée de velours. Vous ne savez pas qui vous attaquez. Marc n'a pas scié. Je sais exactement qui j'attaque. Le même homme qui a essayé d'utiliser mon petit frère pour commettre des crimes fédéraux. Pierre a haleté doucement. La mâchoire de Philippe s'est serrée. Ce sont des affaires. Des gens comme votre frère sont remplaçables. La température dans le couloir a chuté. Alexandre s'est avancé, sa voix plus froide que l'acier. Amusant, vous avez dit la même chose à mon sujet il y a des années. Mes yeux se sont tournés vers lui. Il y a des années. Marc a jeté un coup d'œil entre eux. Vous avez un passé commun. Les lèvres de Philippe se sont recourbées en un sourire cruel. Oh oui, Alexandre travaillait pour moi. Brillant, loyal, prévisible, jusqu'à ce qu'il se découvre une conscience. La mâchoire d'Alexandre s'est serrée. Je suis parti parce que vous enfreignez la loi. Et vous pensez être irréprochable, a sifflé Philippe. Tout ce que vous avez maintenant existe parce que j'ai construit l'échelle que vous avez gravie. J'ai senti la vérité s'abattre sur moi comme une vague. Il ne s'agissait pas seulement d'Antoine. C'était ancien. Plus ancien que moi. Plus ancien que ce scandale. C'était une guerre entre géants. Marc a hoché la tête lentement. Bien. Continuez de parler, Beaumont. Chaque mot sera dans mon rapport. Philippe a tourné son regard vers moi, ses yeux pleins de venin. Vous. Rien de tout cela ne se serait produit si vous étiez resté à votre place, petite, silencieuse, insignifiante. J'ai fait un pas en avant, sans me cacher derrière Alexandre, sans reculer. Je suis restée petite, ai-je dit doucement, jusqu'à ce que vous tous ne me laissiez pas le choix. Les narines de Philippe se sont dilatées. Vous pensez avoir gagné? J'ai soutenu son regard. Non, je pense que la vérité a enfin gagné. Marc a claqué des menottes au poignet de Philippe. Philippe a reculé sous le choc. Vous ne pouvez pas m'arrêter ici. Marc a souri. Regardez-moi faire, Philippe. Le couloir a bourdonné de murmures et de mouvements alors que les agents fédéraux semblaient se matérialiser de nulle part, escortant Philippe le long du couloir. Bernard a commencé à sangloter. Pierre s'est appuyé contre le mur, soulagé mais secoué. J'ai expiré pour la première fois depuis des minutes. Mais avant que je ne puisse assimiler la victoire, Alexandre s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient intenses, protecteurs, indéchiffrables. Ce n'est pas la fin, a-t-il murmuré. Mon cœur a manqué un battement. Que voulez-vous dire? Beaumont est parti. Antoine est parti. Bernard est arrêté. Que reste-t-il? La voix d'Alexandre s'est abaissée. Il y a une autre vérité que vous n'avez pas encore entendue, et elle me concerne. Le couloir s'est lentement vidé jusqu'à ce que seul le son étouffé de l'orchestre filtre à travers les portes de la salle de bal. Philippe Beaumont était parti. Antoine était parti. Bernard était parti. Pour la première fois depuis des années, le monde a cessé de tourner. Mais les yeux d'Alexandre, stables, sombres, inébranlables, me maintenaient en place. Il y a quelque chose que vous méritez de savoir, a-t-il dit. J'ai dégluti. À votre sujet? Il a hoché la tête. Je vous dois la vérité avant que vous ne décidiez de la suite. Je me suis préparé alors qu'il se rapprochait, sa voix basse et égale. Quand j'ai quitté Beaumont International, a dit Alexandre doucement, ce n'était pas parce que j'étais en désaccord avec lui. C'était parce que je l'ai dénoncé. J'étais le lanceur d'alerte qui a failli faire tomber son premier empire. J'ai cligné des yeux. Vous l'avez dénoncé? Oui, je l'ai fait.
Et il a riposté en détruisant ma réputation, en me forçant à quitter ma propre entreprise, et en me mettant sur liste noire dans la moitié du monde de la finance. Valois Capital est né de ce qui restait de ma vie. J'ai senti mon souffle se couper. Alexandre, pourquoi ne m'avez-vous pas dit cela plus tôt? Parce que je ne voulais pas que mon passé influence vos choix, a-t-il dit. Et parce que je ne voulais pas que quiconque pense que je vous aidais pour des raisons égoïstes. J'ai secoué lentement la tête. Vous ne m'avez pas aidé à cause de Beaumont. Non, a-t-il dit, ses yeux s'adoucissant. Je vous ai aidé parce que lorsque vous avez quitté ce tribunal, brisé, seul, humilié, vous étiez toujours debout. Vous aviez toutes les raisons de vous effondrer, mais vous ne l'avez pas fait. J'ai reconnu cette force. Je vous ai reconnu. J'ai senti quelque chose de chaud s'épanouir dans ma poitrine, doux et terrifiant. Et maintenant, ai-je murmuré. Alexandre a expiré, juste une fois. Maintenant, Antoine fait face à des poursuites. Beaumont aussi. Et vous? Il a tendu la main dans sa veste et m'a remis un document, officiel, soigneusement tamponné. Vous êtes légalement libéré de toutes les dettes, accusations et liens avec les stratagèmes d'Antoine. J'ai couvert ma bouche alors que des larmes remplissaient mes yeux. Je suis libre. Vous l'êtes, a-t-il dit. Un moment s'est écoulé, silencieux, stable, rempli. Mais Éléonore n'avait pas fini. J'ai pris une grande inspiration, relevant le menton comme Isabelle me l'avait appris. Et la clé USB? Alexandre a souri faiblement. Déjà livré au bureau fédéral. Et Bernard? Il témoignera, a dit Alexandre. Ou il sera inculpé. Dans tous les cas, il ne s'approchera plus jamais de votre vie. Le soulagement m'a envahi. Mais aussi autre chose, quelque chose de plus grand, un sentiment de possibilité. Alexandre m'a observé attentivement. Éléonore, vous ne me devez rien. Ni gratitude, ni loyauté. Après tout ce que vous avez survécu, je veux que vous choisissiez votre prochaine étape parce que vous l'avez décidé, pas parce que quelqu'un d'autre vous a poussé. J'ai pris une lente inspiration. Alors je choisis d'arrêter d'avoir peur. Un petit sourire sincère a touché les lèvres d'Alexandre. Bien. Les portes de la salle de bal se sont ouvertes. Isabelle s'est approchée avec une expression douce et triomphante. Le conseil d'administration veut rencontrer Éléonore, a-t-elle dit. Ils veulent parler d'un poste de consultante permanent. J'ai cligné des yeux. Moi? Après ce soir? Vous êtes la femme qui a fait tomber 2 empires corrompus en une seule soirée, a dit Isabelle. Il serait fou de ne pas vous vouloir. J'ai ri. J'ai vraiment ri pour la première fois depuis des mois. J'ai regardé Alexandre. Voulez-vous entrer avec moi? Il m'a offert son bras. Toujours. Nous nous sommes dirigés ensemble vers la salle de bal. Les lumières scintillaient. Les murmures se sont intensifiés. Et au lieu de me recroqueviller, j'ai levé la tête, prête à entrer dans ma nouvelle vie. Mais juste avant que nous ne franchissions le seuil, Alexandre s'est penché près de mon oreille. Éléonore, a-t-il chuchoté, ce n'est que le début. J'ai croisé son regard, stable, confiante, intrépide. Non, ai-je dit doucement. C'est le début de quelque chose de meilleur. Et alors que la foule s'écartait respectueusement pour moi, me voyant enfin comme quelqu'un de puissant, j'ai avancé. Non plus la femme qui avait quitté un tribunal sans rien. J'étais la femme qui avait tout gagné. Antoine Moreau et Philippe Beaumont ne se sont pas effondrés par manque d'argent ou de pouvoir. Ils possédaient les deux. Leur chute est venue d'une arrogance aveugle, de leur façon de juger les gens par l'apparence, le statut social ou le silence. Ils ont méprisé Éléonore, une femme discrète, simple, et c'est ainsi qu'ils se sont perdus eux-mêmes dans le labyrinthe de leur égoïsme et de leurs illusions. La cause profonde de leur trahison et de leur cruauté ne résidait pas dans ma faiblesse ou mon invisibilité. Au contraire, elle provenait de leur propre insécurité profonde et d'un ego fragile. Ils avaient besoin de se sentir indispensables, de tout contrôler,
et ils se sont effondrés face à une femme autonome, silencieuse mais dotée d'une force intérieure inébranlable. Éléonore, en retrouvant sa voix et sa valeur, est devenue la plus grande menace pour ceux qui vivent dans le mensonge et les apparences. La véritable victoire d'Éléonore ne résidait pas dans la vengeance ou l'humiliation de ses adversaires par le pouvoir ou l'argent. Elle résidait dans le fait qu'elle avait conservé sa dignité, qu'elle était partie sans explication, sans amertume, et qu'elle vivait en accord avec ses valeurs fondamentales. Sa sérénité et sa liberté intérieure sont le témoignage le plus éloquent d'une vie qui ne se définit pas par la douleur ou la trahison. Le secret du changement est de concentrer toute son énergie non pas à combattre l'ancien, mais à construire le nouveau. Quelles sont les victoires silencieuses qui ont redéfini votre propre chemin? L'histoire d'Éléonore Dubois s'achève ici. Que pensez-vous des décisions d'Éléonore? Auriez-vous agi différemment à sa place? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, je les lis toujours, un par un. Si cette histoire vous a fait réfléchir ou a touché une corde sensible, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de la partager avec quelqu'un qui, vous en êtes certain, en serait également ému, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains récits. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine histoire et qui sait, la prochaine fois, ce sera peut-être vous le personnage principal de notre récit.